Le 12 avril 2025, les Gabonais portaient Brice Clotaire Oligui Nguema à la présidence du pays avec 90,35% des suffrages, un score inédit qui marquait la fin de la transition et l'ouverture d'une nouvelle ère politique. Un an plus tard, l'heure est au bilan entre la reprise d'actifs stratégiques comme Assala Energy, le retour du Gabon au sein de l'Union africaine et un budget record de 7 200 milliards de francs CFA. Le pouvoir met en avant une dynamique de rupture, mais derrière les annonces, qu'en est-il réellement? La promesse d'un Gabon nouveau s'est-elle traduite par des changements concrets dans la vie des citoyens? Dans ce numéro de Politicien, nous confrontons discours et réalité pour dresser un état des lieux de cette première année de gouvernance. Pour en parler, nous recevons sur le plateau d'Africa 24 Christian Boulbanekin, journaliste et politologue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un honneur d'être sur votre plateau. Nous recevons également Robert Lissom, internationaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Et en duplex, depuis le Gabon, nous avons Charles Edgar Mambo, ministre gabonais de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie et je remercie Africa 24. Nous avons également Baudouin Bongama, président du mouvement national du parti Réveil Citoyen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer nos échanges, je vous propose d'écouter un extrait de l'entretien accordé à la rédaction d'Africa 24 par Mélodie Jennifer Samba, porte-parole adjointe de la présidence du Gabon. On se retrouve juste après. Donc la République ont été clairs. Permettre à l'État d'agir concrètement. Et ça s'est matérialisé à travers l'accélération d'infrastructures essentielles, la sécurisation de notre énergie. Ça s'est matérialisé aussi avec l'amélioration des services de santé, d'éducation. Et il y a eu réellement ce pivot central, notamment à travers l'emploi et la jeunesse. Au niveau des services de santé, de l'amélioration, on a eu des réhabilitations, des constructions et un renforcement en fait des différents centres de santé sur toute l'étendue du territoire encore là également. Au niveau de l'éducation, dans sa globalité, j'ai envie de dire, le chef de l'État a été pragmatique et ça a été l'un de ses piliers, c'est l'un de ses piliers en réalité dans sa vision du Gabon de demain. En prenant cette mesure inédite de la suppression des frais de scolarité qui touche quand même plus de 200 000 élèves dans notre pays, il a réhabilité, j'ai envie de dire, les bourses aux préscolaires. Je pense bien qu'en Afrique centrale, nous sommes les seuls à le faire, qui étaient suspendus depuis 2017. Au-delà de ça, on a eu des constructions des lycées de l'excellence à travers tout le territoire. On a eu la reconstruction d'écoles détruites sous l'Ancien Régime et d'écoles de formation également, et surtout un accent particulier à l'endroit des enseignants avec la construction de logements qui leur sont dédiés. Aujourd'hui, le Gabon est encore très dépendant de ces hydrocarbures qui représentent 60% de nos exportations. La réponse va être assumée et structurée. Aujourd'hui, notre stratégie est la diversification de l'économie. Mais ce n'est pas un slogan. On va diversifier notre économie à travers la transformation locale. Plusieurs mesures, plusieurs décisions ont été prises par le président de la République pour justement changer la donne dans notre pays. L'une des mesures les plus ambitieuses a été de dire qu'à l'horizon 2029, nous allons transformer le manganèse localement. Là, nous sommes vraiment dans la transformation locale de nos ressources naturelles. Ensuite, nous avons la transformation locale au niveau de l'agriculture, qui va transversalement être la base du développement de notre autosuffisance alimentaire, donc qui va toucher beaucoup d'axes. Donc au niveau de l'agriculture et de l'élevage,
il y a eu aussi cette décision forte qui a été faite et qui a été dite par le président de la République, qui est à l'horizon 2027 l'interdiction de l'importation des poulets de chair. Alors aujourd'hui, nous avons la BCEG, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la Banque de l'entrepreneuriat, qui soutient énormément de Gabonais dans l'élevage, dans l'agriculture, ce qui nous permet a fortiori d'être autosuffisants sur le long terme, mais en même temps, ça permet en réalité notre souveraineté alimentaire. Hein. Enfin, pour finir, un autre axe, tout du moins important, c'est la digitalisation, notre souveraineté numérique. Nous sommes de retour sur le plateau de Politicia. Cette édition est consacrée au bilan de la première année du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. L'investiture du 3 mai 2025 a marqué la fin de la transition avec la mise en place du Parlement bicaméral et de la Cour constitutionnelle renouvelée. Boulbanekan, le Gabon a-t-il définitivement tourné la page de l'exception militaire pour une stabilité institutionnelle de long terme? Alors merci pour la question. Vous savez, le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, arrive au pouvoir avec une grande légitimité populaire, 90,35%. C'est inévitable. Mais pour répondre à votre question, il faut dire que la première des choses qui a son actif, c'est naturellement d'avoir créé la rupture avec l'ordre ancien. C'est-à-dire qu'on a l'impression actuellement qu'il y a, n'est-ce pas, un espoir de renouveau au sein des institutions. Et le mérite que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a, naturellement, c'est d'avoir renforcé l'efficacité institutionnelle. Vous savez, au Gabon, les institutions étaient un peu fragiles, c'est-à-dire que des fois vous arrivez dans un ministère, vous ne trouvez personne, et tout ça, des fois le mercredi, le vendredi, il n'y a personne. Mais Brice Clotaire Oligui Nguema va dans les institutions à l'impromptu, il touche du doigt les réalités institutionnelles, mais aussi, il faut aussi dire que de par la nouvelle constitution, quand vous voyez les missions de ces différentes institutions, ça donne l'impression que justement les institutions ont été construites de manière forte pour, n'est-ce pas, créer la rupture avec l'ordre ancien. Mais il y a un petit bémol aussi qu'il faut relever. Le bémol, c'est que lorsque vous voyez un peu les acteurs qui sont dans ces institutions, vous voyez que c'est les anciens du PDG, c'est-à-dire que c'est les anciens du Parti démocratique gabonais. C'est les anciens de ce parti-là, c'est les transfuges, c'est-à-dire qui sont quittés du parti de M. Ali Bongo pour aller, n'est-ce pas, à l'UDB, le parti des bâtisseurs. Donc, ça peut prêter un peu à confusion, mais aussi, vous voyez, le gouvernement actuel de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, il y a au moins 3 ou 4 militaires qui sont là. On a comme l'impression qu'il y a toujours l'ombre militaire, mais il y a des efforts, n'est-ce pas, de rompre totalement avec l'ordre ancien. Mais M. Brice Clotaire, il était militaire lors de la transition. Aujourd'hui, il a troqué le treillis militaire pour le costume. Est-ce que M. Brice Clotaire Oligui Nguema, ça ne fait plus de lui un militaire? Non, il reste militaire dans l'âme, mais c'est un civil qui jouit d'une grande popularité. Merci Boulbanekan. Et vous, Robert, le Gabon a-t-il définitivement tourné la page? Alors, je dirais oui. Au regard du changement, du passage du pays du régime militaire à un régime constitutionnel, on peut noter un changement concret. Ici, il faut faire une petite analyse comparative. Je dirais que dans d'autres pays, vous verrez certaines transitions sanguines, c'est-à-dire que dans d'autres pays, les coups d'État et tout cela, les présidents qui sont à la tête de ces États ne changent pas directement, c'est-à-dire qu'ils prolongent leur pouvoir, mais à travers l'action du président Brice Clotaire, on voit nettement qu'on veut passer d'un passage militaire, c'est-à-dire il était militaire, lui il est devenu civil. Il s'est présenté aux élections et notons bien que le président Brice Clotaire aux élections présidentielles émane de la volonté de la population en réalité. Donc on regarde cela, je dirais oui. Et puis si on regarde aussi au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat et tout, on voit une institution fonctionnelle. Donc, nous pouvons conclure que oui, on parle de passage. Merci pour votre avis. Nous allons également prendre la réaction de Baudouin depuis le duplex au Gabon sur la question.
Alors, je tenais déjà à remercier Africa 24 pour cette opportunité de pouvoir parler de mon pays, parce que parler du Gabon, c'est parler de la terre qui m'a vu naître, c'est parler des éléments qui ont permis que nous puissions nous constituer en nation, selon la conception française de cette notion. Alors, concernant votre première question sur l'exception militaire, est-ce qu'on est sorti de d'exception militaire? Je dirais que oui, par les faits, parce que il faut dire que les institutions ont été renouvelées. On a l'institution du pouvoir exécutif qui a été renouvelée, l'institution du pouvoir législatif qui est le Parlement également qui a été renouvelée. On a également des structures sociales telles que le Conseil économique et social, environnemental et culturel qui a été renouvelé. On a aussi l'institution judiciaire par le canal de la Cour constitutionnelle qui a également été renouvelée. Donc, par rapport à tous ces faits-là, on pourrait dire que l'exception militaire est derrière nous, mais la réalité paraît tout autre, parce qu'il y a une question fondamentale que nous nous posons, c'est celle de savoir est-ce que l'exception militaire est identifiable, et si elle est identifiable, par quel mécanisme pourrons-nous, par exemple, identifier cette exception militaire? Et pour nous, nous pensons que l'exception militaire s'identifie, par exemple, par la présence massive des hommes en treillis dans les administrations publiques pendant la transition et dans la gestion politique de l'État. Est-ce que cette réalité à l'avènement de la Ve République est derrière nous? Est-ce qu'elle est restée avec la transition? Ou bien est-ce que dans les faits, cette réalité demeure? Merci pour votre avis. Écoutons également l'intervention du porte-parole du gouvernement, Charles Edgar Mombo, sur la question. Absolument, le 3 mai marquera définitivement l'entrée dans une nouvelle ère de la nation, en ce que le président de la République, naturellement, et le gouvernement ont réussi à restaurer dignement, n'est-ce pas, toutes les institutions, a réussi à restaurer non seulement les deux chambres du Parlement, mais aussi la Cour constitutionnelle, qui fonde naturellement les structures importantes de la nation. Le rachat d'Assala Énergie et la Société nationale des bois de Gabon sont les marqueurs de cette année. Au-delà de l'aspect financier, quel message politique le Gabon envoie-t-il à ses partenaires historiques comme la France? Alors vous savez, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République du Gabon, a battu campagne sur le slogan de Gabon d'abord. C'est-à-dire que ce rachat de ces entreprises publiques, naturellement, corrobore avec sa vision, qui est celle, n'est-ce pas, de la souveraineté économique du Gabon. Vous savez, ces entreprises ne marchaient pas, marchaient plus ou moins bien, n'est-ce pas, avec le fait que ces entreprises étaient détenues, n'est-ce pas, par des expatriés, n'est-ce pas. Le nationalisme de ces structures vient à point nommé parce que le Gabon est dans une logique, n'est-ce pas, de restructurer le taux de production gabonais. Vous savez que le Gabon produit presque peu de matière à l'intérieur, mais achète beaucoup à l'extérieur. Donc, c'est une politique interne de souveraineté économique qui vise à produire, qui vise, n'est-ce pas, à être acteur lui-même de ses matières premières, à produire lui-même, mais aussi, c'est une vision aussi qui cadre avec ce que j'appelle le nationalisme gabonais. Vous savez que les Gabonais sont beaucoup nationalistes. Vous savez, même dans les questions d'intégration, ils ne sont pas très aisés en la matière. Donc, pour moi, c'est une vision cohérente. Mais maintenant, il y a une seule question qui demeure. Est-ce que le Gabon a suffisamment de ressources humaines, technocrates, formés, la capacité de maintenir ces structures-là au firmament? Ça, c'est la question qui reste à savoir avec le temps. Réaction, Robert Lissom. Je dirais que l'achat d'Assala Énergie, pour moi, je tiens à saluer le président Brice Clotaire Oligui Nguema pour cette grande mesure que nous considérons comme très innovatrice, parce que, pour emboîter le pas de M. Christian, les Gabonais sont très nationalistes. Donc, le fait d'avoir des sociétés qui développent les secteurs très stratégiques pour le Gabon,
est un message clair aussi pour le Gabon, pour les Gabonais, parce que nous avions une demande vers le président Brice Clotaire. Nous voudrions que le président Brice Clotaire Oligui Nguema puisse favoriser les Gabonais dans les secteurs justement stratégiques. Quel type de secteur justement? Quel type de secteur justement? Le secteur pétrolier. Le secteur pétrolier et Assala Énergie est vraiment une entreprise phare justement dans ce secteur. Le nationaliser est très important pour nous les Gabonais qui sommes. Non, monsieur Boul, permettez à monsieur Robert de terminer. D'accord, terminé. Oui. Nous allons revenir à vous. Et aussi dans le secteur du bois. Vous voyez, le secteur du bois, par exemple, est un domaine qui a été beaucoup exploité par les étrangers, par des Français et tout. Nous avons vu en 2010 une première mesure qui a été prise par le président Ali Bongo en créant la zone de Nkok qui permettait de transformer le bois. Et voilà, et nous pouvons donc noter une continuité, vous voyez. Donc en rachetant, en nationalisant, on note donc une continuité pour dire aux autres que bon, les matières du Gabon, les entreprises du Gabon appartiennent aux Gabonais. Et c'est aussi une manière de montrer une certaine transparence, de mettre en lumière une certaine transparence dans la gestion financière dans ces différentes sociétés. Nous revenons à vous, Boul Banekin. Alors, moi j'ai un problème avec M. Lissom. Ça sert à quoi le rachat lorsque les structures ont du mal à fonctionner? Alors moi j'ai du mal, on ne peut pas encore féliciter le président de la République pour la simple et unique raison qu'il faudrait d'abord voir, n'est-ce pas, ces entreprises-là, est-ce que le rachat fonctionne? Est-ce que le nationalisme fonctionne? Parce que le plus important c'est quoi? C'est le nationalisme ou alors c'est l'efficacité de ces entreprises publiques? Je crois que c'est l'efficacité. Le rachat intérieur, je pense, il y a plusieurs mois aujourd'hui que ces entreprises ont été achetées. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à Libreville, à OIM, à Franceville, il y a toujours les coupures d'électricité. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas dire aussi que c'est un échec le rachat parce que c'est un peu tôt. Donc, il faut juger le maçon au pied du mur, c'est-à-dire qu'il faut laisser un peu du temps pour voir. Est-ce qu'il y a l'expertise nécessaire? Est-ce qu'il y a les ressources humaines, techniques? Est-ce qu'il y a la technocratie véritable à même, n'est-ce pas, de gérer, n'est-ce pas, le rachat? Ça ne veut pas dire que les expatriés qui géraient ces entreprises le géraient bien. Non, non. Ces entreprises étaient mal gérées parce que ce soit en 2020, 2024, il y avait toujours des coupures à Libreville. Des délestages, il y en avait toujours. Donc, on ne peut pas féliciter le président. J'estime que c'est un peu tôt. Donc, il faut laisser, on observe pour voir comment ces institutions vont servir, n'est-ce pas, les populations gabonaises. Merci pour votre avis. Écoutons également l'intervention du porte-parole du gouvernement, Charles Edgar Mombo, sur la question. Le rachat de la société Assala est une question importante de souveraineté. Naturellement, le Gabon ne rompt pas avec les partenaires traditionnels, notamment la France, mais il reste que le Gabon s'engage résolument à défendre ses droits de souveraineté et bien sûr en posant les jalons d'une économie de la nation qui s'imposera sans jamais se défendre et se détendre de tout ce qui est extérieur naturellement. Le Gabon reste dans une dynamique de renouvellement et surtout de mise en place de la souveraineté économique. Une souveraineté qui ne laisse pas, n'est-ce pas, au passage, ses partenaires historiques. Et donc, nous sommes dans une dynamique de restructuration économique et naturellement, Assala en constitue un élément fondamental. Le 12 avril 2025, le chef de l'État s'est rendu dans l'Agoué maritime pour une étape majeure, la mise en production du champ pétrolier de Grand Ngongui, un gisement qui pourrait changer la donne pour les finances publiques. Les détails, c'est dans ce reportage de Marie-Raphaëla Tolo. Le président de la République du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a entamé le 12 avril 2026 une visite de travail de 48 heures dans la province de l'Agoué maritime. Cette tournée a été marquée par l'inauguration du champ pétrolier de Grand Ngongui, situé à Gamba, dont les réserves sont estimées à environ 350 millions de barils. Selon les autorités gabonaises, cette nouvelle mise en production permet une hausse immédiate de la production nationale d'environ 10 000 barils par jour, portant le total à plus de 60 000 barils quotidiens. Un résultat présenté comme un tournant majeur dans la politique énergétique du pays. Le nouveau champ de Ngongui que nous inaugurons ce matin
va apporter en moyenne plus de 10 000 barils de plus dans la production d'Assala, qui passera ainsi au-delà de 60 000 barils jour. C'est un exploit. Cette nouvelle production viendra améliorer la production nationale d'hydrocarbures de notre pays. Je reste convaincu que le pétrole a encore de beaux jours devant nous. Au regard de la place qu'il occupe dans le PIB national. Ces dispositifs augmentent la production pétrolière nationale de 10 000 barils par jour grâce à la mise en exploitation du champ de Grand Bongi. Cette montée en charge qui porte la production de l'opérateur national à plus de 60 000 barils quotidiens renforce les revenus de l'État avec un objectif budgétaire de 1 600 milliards de francs CFA pour les recettes pétrolières en 2026, soit une hausse projetée de 33%. Cette avancée n'aurait pas été possible sans l'engagement des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs gabonais qui chaque jour œuvrent sur nos sites. Votre savoir-faire, votre détermination et votre patriotisme constituent le socle de cette reconquête économique. Selon des observateurs, cette dynamique va concrètement améliorer le quotidien des Gabonais en portant les recettes pétrolières à plus de 1 600 milliards de francs CFA dans le budget 2026. Cette manne va permettre de financer des priorités sociales claires. Le budget alloué à l'éducation atteint désormais de 100 milliards de francs CFA, tandis que celui de la santé dépasse les 150 milliards de francs CFA pour moderniser les hôpitaux de province. Robert Lissom, la dette publique a atteint un seuil critique de 78,9% du PIB, dépassant les limites de la CEMAC. Le gouvernement a-t-il les moyens de financer son budget record de 7 200 milliards de francs CFA sans conduire le pays vers un défaut de paiement? Dans le terme de jeu, je dirais que la dette en soi n'est pas un problème. Le problème, c'est ce qu'on en fait. Alors, oui, la dette publique a atteint un seuil, mais nous pouvons constater à travers des faits que cette dette est réorientée vers des investissements concrets. C'est-à-dire que les achats d'entreprises, développement des infrastructures qui auront pour conséquence quoi? Avec le temps, de produire, n'est-ce pas, des ressources, des moyens financiers justement pour gérer ces dettes et surtout pour développer le pays. Donc, je perçois cette dette comme un moyen par le président de travailler, de retravailler, de développer, d'investir dans le pays afin de produire des bénéfices pour l'équilibre du pays et aussi pour gérer ces dettes. Christian Bou, le gouvernement a-t-il le moyen de financer ce budget record? Ce sera difficile, mais pas impossible. Figurez-vous que le problème du Gabon, c'est son taux de production qui est assez faible. C'est assez compliqué. Mais le Gabon peut véritablement. Il peut dans quelle mesure? Dans la mesure où le Gabon peut se fonder sur deux éléments majeurs. Premièrement, sur la rente pétrolière. Vous savez, le Gabon est très riche en pétrole. Beaucoup de pétrole de ce côté, notamment les provinces telles que la Nyanga, du côté de Tibanga, du côté du Haut-Togo et autres. C'est des localités, c'est des provinces assez riches en gisements de pétrole. Donc le Gabon peut ajouter à cela, n'est-ce pas, la discipline financière que le président de la République a mis en place, c'est-à-dire la lutte acharnée contre la corruption, même si ce n'est pas une corruption assez qui gangrène le pays, comme dans notre pays où nous connaissons. Donc le Gabon peut, mais il faudrait une certaine discipline de vie. Et surtout avec l'investissement. Vous savez, le président Brice Clotaire avait dit ce qui est pire n'est pas la dette. Mais ce qui est pire, c'est ce qu'on en fait de la dette. Donc, les investissements de la dette orientés vers des entreprises qui régénèrent des fonds, qui régénèrent des ressources, sont plutôt une politique à saluer. Mais au fil du temps, je pense qu'on pourra mieux voir la possibilité se dessiner à l'horizon ou l'impossibilité. Écoutons également l'intervention du porte-parole du gouvernement sur la question. Vous allez me dire, je ne connais pas de pays qui ne soit pas endetté.
Naturellement, la dette du Gabon est très élevée et c'est une question importante. Nous sommes endettés, c'est vrai, mais ce qui reste, ce n'est pas de voir l'endettement. Il s'agit plutôt de maîtriser aujourd'hui les dépenses en réorientant définitivement les dépenses vers des éléments structurants de l'économie, de la société et même de la politique. Parce que il faudra que le gouvernement arrive à maîtriser ses dépenses en mettant naturellement des barrières sur l'essentiel et faire en sorte que le Gabon redémarre. Et donc, il y a la dette, certes, mais ce que nous recevons, ce que le Gabon reçoit, est réinjecté dans des éléments les plus importants de l'économie pour faire en sorte que le Gabon renaisse de ses cendres aussi, comme l'a été ou comme l'est la Cité de la démocratie, bien sûr. Alors, je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que il faut voir dans la réouverture de la Cité de la démocratie comme une renaissance du Gabon. C'est une renaissance. Et j'insiste sur ce mot parce que le Gabon renaissant, alors il va avoir une ouverture sur, naturellement, le monde extérieur avec des investisseurs qui arriveront davantage et qui sont déjà là et qui devraient accompagner, n'est-ce pas, le programme du gouvernement. Nous sommes de retour sur le plateau de Politicia en compagnie de nos invités Christian Boulbanican et Robert Lissom. Un an après l'investiture, peut-on dire que le slogan « Gabon d'abord » se traduit par une amélioration concrète du quotidien des citoyens ou reste-t-il une formule de communication? Christian Boulbanican, votre avis à ce sujet? Alors, il faut noter que le Gabon est sur une bonne pente d'espoir, une pente de renouveau, une pente de restauration des institutions. Vous savez, il y a un mérite qu'il faut accorder au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est la proximité avec le peuple. Les 90,35% qui reconfortent sa légitimité populaire n'est pas fortuite. Donc, le Gabon est sur une belle perspective de développement. On peut seulement voir à travers le barrage qui est annoncé du côté de Mboué. Un barrage de plus de 400 kW qui est annoncé, qui a même commencé actuellement, qui va être construit, qui va venir, n'est-ce pas, pallier les insuffisances en énergie électrique. On peut aussi avoir plusieurs projets qui ont été mis en place, notamment la construction des écoles, le retour des bourses, que ce soit du côté de l'école secondaire ou alors du côté du primaire. Je pense que on ne peut pas totalement donner une appréciation de 10 sur 10 au président de la République, mais il y a beaucoup de choses qu'il fait qui bougent véritablement les lignes. Maintenant, c'est aussi un peu tôt. Un an de mandat, vous savez, le mandat c'est 7 ans suivant la nouvelle constitution, qui a été voté à 90%, il faut le noter. Cela reconforte, n'est-ce pas, les Gabonais et la nouvelle constitution en place. Donc, il faut laisser un peu du temps. Il termine le mandat et ensuite, on pourra faire un bilan global. Mais pour l'heure, je pense que le président de la République actuelle, il est l'homme qu'il faut. Maintenant, toutes les décisions ne sont pas toujours aussi, ne sont pas toujours meilleures à 100%, mais il y a beaucoup du bien. Voilà. Réaction, Robert Lissom, sur la question, sur l'amélioration du quotidien des citoyens. Est-il vraiment mis en place? Nous notons les efforts, beaucoup d'efforts fournis à travers des différentes mesures prises par le gouvernement pour créer des emplois, pour former les Gabonais dans plusieurs secteurs agricoles, secteur de communication. Donc nous pouvons quand même noter, et nous pouvons aussi noter, par exemple, l'ouverture des bourses. C'est-à-dire que nous pouvons noter que l'État gabonais fait des efforts pour améliorer la condition des jeunes Gabonais. Les bourses étaient fermées depuis, et à travers Brice Clotaire, on a relancé les bourses. C'est franchement quelque chose à saluer. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais jusque-là, vraiment, nous voyons la volonté du président. La volonté que le président a surtout d'améliorer la situation du Gabonais au Gabon.
Le 17 février 2026, le gouvernement a suspendu les réseaux sociaux pour lutter officiellement contre les contenus haineux et pour préserver la stabilité de la sécurité nationale. Retour sur cet événement avec cet élément de la rédaction d'Africa 24. Le 17 février 2026, le Gabon a emboîté le pas de nombreux pays à travers le monde qui s'inquiètent de l'impact des réseaux sociaux sur les mineurs et les citoyens de manière générale en décidant d'une régulation accrue de ces plateformes. En attendant de procéder à un recadrage, la Haute Autorité de la Communication a ainsi suspendu jusqu'à nouvel ordre les réseaux sociaux, une mesure justifiée selon les pouvoirs publics gabonais face au cyberharcèlement, à la désinformation et à l'acculturation. Notre jeunesse gabonaise est exposée à travers Facebook et TikTok de plus en plus à des images pornographiques ou pédopornographiques, en tout cas des images quand même assez violentes qui sont récurrentes et qui portent atteinte à leur stabilité mentale, on peut le dire. La décision est ponctuelle, elle va permettre de faire un recadrage, de protéger nos enfants, notre génération future, parce qu'aujourd'hui on est exposé à des datas qui ne sont pas les nôtres. Et, la suspension ponctuelle de ces plateformes-là ne peut pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne veut pas dire suspension d'Internet. Et au niveau du e-commerce, nous avons des sites dédiés qui sont là. Et ça pourra aussi nous permettre à nous, Gabonais, de pouvoir mettre en place, et là encore développer l'entrepreneuriat, mettre en place des plateformes Made in Gabon qui pourront permettre justement de faciliter ces échanges commerciaux localement et en même temps d'imposer un réel cadre légal qui nous protège. Pour l'opposition, cette décision pourrait créer un précédent dangereux pour les acquis démocratiques du pays. Mais le président Brice Clotaire Oligui Nguema, arrivé au pouvoir en août 2023 et élu à plus de 90,35% en avril 2025, semble déterminé à mettre en œuvre son projet d'un Gabon nouveau à travers cette mesure. Un Gabon nouveau tourné vers la souveraineté numérique, la digitalisation des services publics, l'autosuffisance alimentaire, la protection et la promotion des valeurs nationales, la diversification économique. Dans ce domaine, le pays veut réduire sa dépendance aux industries extractives qui représentent encore 50% du PIB et 80% des exportations. L'une des mesures les plus ambitieuses a été de dire qu'à l'horizon 2029, nous allons transformer le manganèse localement. Là, nous sommes vraiment dans la transformation locale de nos ressources naturelles. Ensuite, nous avons la transformation locale au niveau de l'agriculture, qui va transversalement être la base du développement de notre autosuffisance alimentaire, donc qui va toucher beaucoup d'axes. Donc, au niveau de l'agriculture et de l'élevage, il y a eu aussi cette décision forte qui a été faite et qui a été dite par le président de la République, qui est, à l'horizon 2027, l'interdiction de l'importation des poulets de chair. Alors aujourd'hui, nous avons la BCEG, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la Banque de l'entrepreneuriat, qui soutient énormément de Gabonais dans l'élevage, dans l'agriculture, ce qui nous permet a fortiori d'être autosuffisants sur le long terme, mais en même temps, ça permet en réalité notre souveraineté alimentaire. Enfin, pour finir, un autre axe, tout du moins important, c'est la digitalisation, notre souveraineté numérique. Le Gabon mise aussi sur des partenariats mutuellement bénéfiques pour atteindre ses objectifs. Christian Boulbanekan, nous venons de voir ce reportage sur la suspension des réseaux sociaux. Quelle lecture faites-vous de cet événement ? Écoutez, s'il y a, à mon sens, une tache d'huile sur la rationalité décisionnelle du gouvernement gabonais, c'est naturellement cette décision. Vous savez, la porte-parole adjointe du gouvernement nous a dit que c'est pour préserver une meilleure éducation aux enfants, aux Gabonais, mais je pense que ce n'est pas le réel problème. Le réel problème, il faut se replonger dans le contexte. Vous savez, M. Brice Clotaire Oligui Nguema a pris le pouvoir et lors de la transition militaire, il avait envoyé un message, je crois,
aux cyber-influenceurs en disant que critiquez, n'insultez pas. C'est-à-dire que vous voyez que l'homme est regardant sur la liberté d'expression. Vous savez, et après ce discours-là, quand vous regardez certains influenceurs, que je préfère ne pas citer le nom ici, il faut aussi dénoncer ça c'est clair, qui ont des contenus, je dirais, qui désacralisent l'État, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas parce que nous sommes à l'ère de la démocratie qu'il faille confondre la démocratie au libertinage. Autant je ne suis pas d'accord avec la décision du président, mais autant aussi, il faut dire que certains influenceurs sont, n'est-ce pas, la cause de cela. Il faut dénoncer des contenus qui visent, n'est-ce pas, à désacraliser l'État. Vous savez, l'État est quelque chose de très sérieux, au point où on ne s'adresse pas à un État ou alors un chef d'État comme on s'adressait à un individu au quartier. Non, le chef de l'État, c'est la première institution. Et qui dit première institution dit représentant ou représentation intuitive. Personne n'est de l'État et même du pays tout entier. Donc je pense que c'est pas une très bonne décision pour la simple unique raison que vous savez, à l'aide de la mondialisation, combien d'entreprises utilisent les réseaux sociaux pour vendre les entreprises. Les réseaux sociaux ne sont plus un moyen de communication, c'est un moyen économique qui font vivre des familles, qui font vivre des entreprises. Il y a des gens qui vont vous dire je ne travaille pas. Quel est votre métier? Ils vont vous dire je suis influenceur. Mais parce qu'ils tirent des rentes économiques de par ces contenus. Vous voyez un peu. Donc c'est une décision qui vise davantage à fragiliser le e-commerce, à fragiliser davantage, je vais dire, la redistribution économique et sociale, parce qu'il y a des familles qui vont prendre un coup d'un point de vue économique. Il y a des industries qui vont prendre un coup. Et même d'un point de vue académique, vous voyez, un Gabonais qui est par exemple inscrit en thèse doctorat du côté de l'université Marianne Gouabi au Congo. Alors comment il fait pour causer avec son établissement en ligne? Si vous bâillonnez les réseaux sociaux, alors il est coupé du monde. Merci pour votre intervention. Robert Lissom, êtes-vous d'accord avec Boulbanika? Bon, je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Je dirais que dans un premier temps, je vais soutenir la prise de parole du porte-parole de la présidente, parce que, ayant été un élève gabonais, nous avons franchement constaté la manière dont les jeunes utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux pervertissent déjà les jeunes. Les jeunes ne se servent pas beaucoup, du moins ces jeunes ne se servent pas du côté positif des réseaux sociaux. Nous avons vu des jeunes avec des images pornographiques, non, mais des jeunes en train de faire des trucs compliqués dans des écoles et tout ça, ils diffusaient ça sur les Facebook, sur les Telegram et tout, mais c'était terrible, ouais. Donc, pour essayer d'éviter ça, ça peut être une mesure. Mais je vais, pour ajouter à ce qu'elle a dit, parler de l'impact de certaines prises de parole sur la cohésion sociale. Pour ceux qui ont constaté ou bien qui ont fait un peu d'histoire, pour le cas par exemple de la Libye, nous avons vu ce qui a détruit un grand président comme Kadhafi, mais c'était la communication. La communication qui change, qui instrumentalise la population à faire autre chose, à faire quelque chose de mauvais concernant le gouvernement. Un gouvernement qui vient à peine de s'installer, de s'établir au Gabon, qui a des grands projets. Bon, nous voyons des contenus des influenceurs et autres, et même des populations qui balancent des trucs terribles sur le président. Mais écoutez, la conséquence peut être que ça peut instrumentaliser les Gabonais à faire, je sais pas, à faire du désordre. Ça peut pousser à une crise. C'est-à-dire que c'est une mesure pour éviter le pire. Hein? Donc cette mesure, pour moi, est quand même à saluer. Maintenant, après, s'il faut nuancer, on peut dire que ça peut avoir un impact. Merci Robert. Nous allons justement prendre l'avis également de Baudouin Bongama depuis le Gabon sur la lecture qu'il fait sur la suspension des réseaux sociaux. Alors, il faut dire que la question de la suspension des réseaux sociaux le 17 février 2025 m'a surpris, comme plusieurs de mes collègues qui ont des organisations, qui ont des associations, qui utilisent les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer entre membres et entre militants ou sympathisants. Donc, le fait d'avoir suspendu les réseaux sociaux, quelque part, nous a vraiment attristés. Nous a attristés parce que, quelque part, ils viennent toucher aux libertés individuelles des uns et des autres. Et
dans un état de droit, je pense que on a coutume de dire où la liberté des uns commence, c'est là où celle des autres doit s'arrêter. Donc c'est vrai que les raisons avancées paraissent logiques dans le fond, mais c'est pas pour autant que vous allez empêcher des jeunes qui, par le canal des réseaux sociaux, permettent de qu'est-ce que je peux dire, lutte contre la question du chômage, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que les réseaux sociaux, c'est une économie numérique, c'est un moyen de se faire des moyens, et nous le voyons aujourd'hui avec des jeunes qui sont très talentueux. Je pense par exemple à un jeune humoriste web, Roméo, voilà, qui me fait énormément marrer à chaque fois qu'il sort ses vidéos. Je pense à Emeraude qui également qui excelle sur des plateformes numériques. Donc décider de suspendre les réseaux sociaux, c'est également décider de remettre certains Gabonais dans un système, dans une situation de précarité qui semblerait ne pas respecter le pan social que l'État est supposé préserver. Merci pour votre avis. Écoutons également l'intervention du porte-parole du gouvernement, Charles-Edgar Mombo, sur la question. Voyez-vous, chère madame, cette décision de la haute autorité de la communication est arrivée à un moment important de la nation. C'est vrai que nous devons gérer des libertés individuelles et collectives, c'est normal, mais on ne peut pas, et même de façon culturelle, accepter qu'on se mette à injurier, insulter les plus hautes autorités de son pays. Je pense que la culture africaine est quand même à ce niveau de la vie importante à observer. Naturellement, nous savons qu'il y a des économies qui se perdent à cause de cela. Nous savons qu'il y a des métiers qui sont plus ou moins suspendus, mais le gouvernement travaille à faire en sorte qu'il y ait un rétablissement encadré cette fois-ci par des lois sur l'utilisation des réseaux sociaux. L'actualité politique de ces derniers mois est aussi marquée par le passage devant la justice d'une figure majeure de l'opposition. Alain-Claude Bilibaïté, ancien Premier ministre, est au cœur d'une procédure judiciaire qui agite la classe politique. Dossier sensible à suivre dans ce reportage d'Africa 24. Au Gabon, l'opposant et ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibaïté est au cœur d'une affaire judiciaire privée. À l'origine de la procédure, une plainte déposée par une particulière qui l'accuse de ne pas avoir remboursé une somme estimée à environ 5 millions de francs CFA dans le cadre d'un engagement financier ancien. Interpellé le 15 avril, puis immédiatement placé en détention provisoire, le dauphin de l'élection présidentielle du 12 avril 2025 dénonce régulièrement les dérives de la gouvernance du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Les faits dénoncés portent sur un montant d'une valeur de 5 millions de francs CFA qui lui aurait été remis à la suite de l'organisation des festivités de la fête des cultures. Je précise que les investigations se poursuivent sous la direction du parquet en vue d'établir la matérialité des faits et d'en tirer toutes les conséquences procédurales utiles. Un litige privé remontant à 2008, lié à une transaction financière mineure de 5 millions de francs CFA, ne peut conduire à une arrestation d'une personnalité. La procédure judiciaire contenant 2 infractions prévues par le droit pénal gabonais symbolise dans le cas du plus audible opposant du pouvoir tous les stigmates d'une vendetta et intimidation politique devenue pour, selon le parti d'opposition, la norme de la gouvernance au Gabon. La qualification définitive et la suite à donner à la procédure seront arrêtés au terme de la dite enquête encore en cours. Je tiens à souligner que l'autorité judiciaire a agi en toute indépendance dans le cadre de la loi et avec la même rigueur, sans considération de la qualité de la personne considérée.
Après la mise sous contrôle des réseaux sociaux, l'arrestation d'Alain-Claude Billy-Binze par son relent arbitraire augmente la perception très négative de l'indépendance judiciaire au Gabon. Son parti Ensemble pour le Gabon et d'autres acteurs de l'opposition comme la Coalition pour la Nouvelle République dénoncent une instrumentalisation de la justice et une dérive autoritaire. Suite à l'arrestation d'Alain-Claude Billy-Binze, ancien Premier ministre, quelle garantie le pouvoir peut-il apporter quant au respect de l'état de droit et des libertés politiques au Gabon? Ben écoutez, monsieur Alain Billy-Binze, qui était dauphin à l'élection présidentielle il y a un an aujourd'hui, on pourrait dire qu'il est victime de ses propres turpitudes parce que le même avait déclaré il y a quelques années quand il était ministre, lorsqu'il était au PDG, il avait déclaré, je cite, « Il n'y a pas de procès politique au Gabon ». Je refuse de croire que ça a commencé avec lui. Donc, juste pour vous dire qu'en fait, si il faille qu'on puisse s'interroger sur la mesure ou sur la procédure judiciaire menée par la direction de la recherche du côté du Gabon, qui a interpellé M. Brice Clotaire. Il faut dire qu'il a été interpellé parce qu'il était président d'une commission en 2008. Une commission, je crois, de fêtes culturelles de ce côté-là. Et il a été porté plainte à un prestataire qui estime n'avoir pas perçu, n'est-ce pas, son argent. Alors, actuellement, le gouvernement gabonais, moi, je pense qu'il faudrait que le gouvernement puisse respecter aussi les droits de M. Billy-Binze, c'est-à-dire lui donner l'occasion de se défendre, lui donner l'occasion également d'avoir ses avocats, donner l'occasion, n'est-ce pas, de réagir suite à cette plainte-là. Donc, moi, je pense que pour l'heure, le président de la République, il y a quand même de l'espoir quant aux procédures judiciaires. Parce qu'actuellement, avec les détournements des fonds, on a vu qu'il y a plusieurs cadres du côté du gouvernement qui ont été incarcérés, notamment les anciens directeurs généraux des entreprises publiques et tout. On voit, n'est-ce pas, qu'il y a un effort quand même de transparence et de respect, n'est-ce pas, des droits de l'homme et de la procédure judiciaire. Mais pour l'heure, je pense que ce n'est pas le régime qui porte plainte à monsieur Billy-Binze, il faut le dire, c'est une particulière. Donc monsieur Billy-Binze, que la justice gabonaise puisse laisser également monsieur Billy-Binze pour se défendre, pour essayer de se justifier concernant des accusations. Et il faut dire en droit, le suspect n'est pas forcément coupable. Est-ce que l'opposition gabonaise aujourd'hui dispose-t-elle des moyens nécessaires pour jouer son rôle dans les débats démocratiques au Gabon? Oui et non. En fait, le président de la République a stratégiquement anéanti l'opposition. Vous savez, lorsqu'il prend le pouvoir par coup d'État, qu'est-ce qu'il dit? Tous ceux qui sont membres, n'est-ce pas, du comité de transition ne pourront pas être candidats aux élections présidentielles. On est des opposants tels que les Donsima et autres, et tout ça là. Vous voyez un peu, ils sont entrés au gouvernement. Conséquence, ils ne pouvaient pas être candidats aux élections présidentielles. C'est pourquoi on a vu de nouvelles figures qu'on ne connaissait pas au Gabon. Il n'y a plus de Jean Ping, Monsieur Ondoosa. Il continue, il est sur la toile, il continue de critiquer le régime en place. Il continue de critiquer le régime en place parce qu'il estime que sa victoire a été volée, tout ce qui va avec. Donc actuellement, l'opposition est assez fragilisée au Gabon. Monsieur Brice Clotaire a été assez ingénieux, intelligent comment dire ça, de techniquement fragiliser l'opposition. Mais il peut y avoir des opposants qui vont sortir du lot, mais ce sera extrêmement difficile parce qu'au vu, n'est-ce pas, de la météo politique ou alors des partis politiques qui ont une certaine texture épaisse du côté du Gabon, difficilement il y a des partis politiques qui peuvent, n'est-ce pas, essayer d'apporter un contrepoids au régime en place actuellement. Merci pour votre avis. Écoutons également l'intervention du porte-parole du gouvernement, Charles-Edgar Mombo, sur la question. Premièrement, je ne commenterai pas cette décision parce qu'elle est de l'ordre judiciaire. Et naturellement, nous faisons la différence au niveau de la politique et au niveau du juridique. Pour une raison simple, c'est une affaire complètement privée. Et donc, je ne commenterai rien du tout parce qu'elle ne regarde pas le gouvernement. Mais naturellement, le gouvernement fait respecter la loi. Et la loi, c'est qu'il y a le principe de présomption d'innocence à respecter. Et bien sûr que M. Billy-Binze a droit à avoir un avocat, comme tout le monde, aussi à se faire défendre et à défendre ses droits. Ce sont les libertés fondamentales, bien entendu. Mais je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus parce que c'est une affaire qui regarde le tribunal. Je reviens justement à vous, Robert Lissom. Quel est votre point de vue sur la question aussi? Écoutez, je dirais que le Gabon est un pays démocratique.
les élections étaient organisées. Le président Brice Clotaire a fait face à une opposition. Écoutez, la victoire écrasante du président est simplement le fait de sa popularité. Voyez-vous, il a été le choix du peuple. Mais les opposants n'ont pas eu, tout ce qui était conforme aux règles, n'ont pas eu de problème à se présenter aux élections. Donc, il n'y a pas un certain étouffement de l'opposition ou quoi que ce soit. Il y a le pays fonctionne et les élections sont organisées. Hein? Voilà, les élections législatives sont organisées. Il y a des partis d'opposition qui ont réussi, qui ont été nommés. Il y a d'autres qui ont été votés. Il y a dans d'autres régions où sont les partis de l'UDB. Enfin, ce que je veux vous dire, c'est que le pays fonctionne de manière démocratique. Il n'y a pas qu'un seul parti au pays. Voyez-vous, s'il y avait un seul parti que le pays avait étouffé complètement toute l'opposition, là on aurait dit ce que on aurait dit qu'il y a c'est-à-dire qu'on veut muter l'opposition, mais ce n'est pas cela. Voyez-vous. C'est la fin de cette édition de Politicia consacrée au bilan de la première année du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema depuis son élection. Nous remercions nos invités sur le plateau, Christian Boulbanekan, journaliste et politologue. Merci d'avoir été notre invité. Merci, c'est un honneur, je vous en prie. Nous remercions également Robert Lissom, internationaliste. Merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous, c'est un privilège. Et en duplex depuis le Gabon, nous étions avec Charles Edgar Mombo, ministre gabonais de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie et je remercie Africa 24 d'avoir choisi la destinée du Gabon. Et Baudouin Bongama, président du mouvement national du parti Réveil Citoyen. Merci également à vous. Madame, Monsieur, une nouvelle édition de l'actualité africaine dans un instant.